Donc aujourd'hui, je vais essayer d'aller assez rapidement sur l'histoire des MOOC. Je pense que vous en avez pas mal entendu parler ces derniers temps, ça fait un petit peu le buzz. On va quand même on va commencer par une introduction rapide sur les événements des derniers mois, voire des dernières années, comment les choses commencent à s'accélérer. Et après, on ira un petit peu sur le MOOC gestion de projet, petit retour d'expérience, pour terminer sur les enjeux actuels et tous les problèmes, notamment de modèle économique. Donc, moi, ça a commencé, on va dire qu'en fait, les MOOCs, ça vient c'est du nouveau, hein, c'est une nouvelle technologie, mais c'est des utopies assez anciennes. Moi, j'en suis arrivé là, en fait, à travers mon parcours d'étudiant. J'étais en Inde il y a 5 ans et j'avais un déficit de formation. J'étais en stage d'écologie, je faisais l'écologie tropicale, je venais de la biochimie. Déficit d'information. Je suis allé en ligne me former sur tout ce qui est OpenCourseWare. Je ne sais pas si vous connaissez, hein, les vidéos de cours du MIT, etc. Et je me suis rendu compte que tout ça, c'est très bien, c'est de l'information, mais ce n'est pas de la formation. Et donc, c'est la noyade totale. Et dans ce contexte, je vais essayer de développer une plateforme qui va répondre au principe suivant. Donc, c'était vraiment l'idéologie d'Ivan Illich, hein, c'est un philosophe des années 70. Une formation d'une qualité excellente, hein, hors de question de faire des formations de mauvaise qualité, accessible au plus grand nombre, partout, tout le temps. Un décloisonnement disciplinaire et culturel, c'est-à-dire que l'objectif de cette plateforme et de ce projet, c'était qu'on puisse accéder à n'importe quel type de formation, quelle que soit notre origine culturelle, et pour pouvoir élargir son champ, et donc formation initiale et formation continue. Alors, quand on veut se lancer dans ce genre de projet, il faut être milliardaire ou faire des levées de fonds. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'école 42 de Free, hein, vous avez entendu parler. 50 000 candidats, 100 000 sélectionnés. Est-ce qu'on peut parler de démocratisation? C'est vrai que l'école est gratuite. C'est une école de programmation gratuite, mais c'est un processus de sélection exténuant. Et finalement, ce n'est pas un modèle qu'on peut facilement passer à l'échelle. Je ne sais pas si vous connaissez dans les autres projets fous de démocratisation, il y a le projet Minerva. Donc ça, c'est 60 millions de levées de fonds, 7 campus à travers le monde. Donc un enseignement en face à face avec un peu de pédagogie inversée, c'est numérique. Et donc voilà, pareil, on a la première promo. Ça, ce sont des modèles qu'on ne peut pas passer à l'échelle. Ce n'est pas une véritable démocratisation. Il y a une barrière à l'entrée très importante. Il faut faire une levée de fonds ou être milliardaire. Et si on fait une levée de fonds, il y a un problème de gouvernance. C'est-à-dire, en fin de compte, c'est d'autres intérêts que les nôtres qui dominent. Donc, en fait, quand je me suis lancé là-dedans en 2010-2011, enfin, il y avait énormément de verrous. Donc, le premier, c'est les verrous technologiques. Donc, ce que je me suis dit, c'est que je n'allais pas réinventer le CNED. Donc, la seule façon de faire de la formation à distance à grande échelle, c'est le numérique. Pour faire ça, il faut une plateforme capable d'héberger des ressources et des activités. Et ça, le verrou avait déjà sauté il y a longtemps. Et surtout, une plateforme adaptée à des dizaines de milliers d'utilisateurs. Sur des plateformes capables d'héberger des cours, des ressources, et on peut scénariser à peu près tout. Vous avez Blackboard depuis 1997, Moodle depuis 2002, Sakai ou Canvas, vous en aviez déjà beaucoup. Donc le problème n'était pas là. Le problème était aussi beaucoup un verrou économique. C'est-à-dire que sur des formations, en fin de compte, le correcteur la personne, il y a des évaluations à faire, des retours, on est limité par le temps humain de l'enseignant. Donc en mai 2010, je ne sais pas si vous connaissez Udemy, c'est une place de marché pour des formations fondée aux États-Unis qui marche assez bien. Et par contre, vous avez des formations de type 400 $. Alors ça va de purs modules vidéo à des choses un peu plus avancées avec des échanges avec l'enseignant. C'est n'importe qui fixe son prix. Et donc l'enseignant peut gagner jusqu'à dans les 10 000 $ par an. Il y a quelques cours célébrissimes qui sont montés à 300 000. Ça dépend beaucoup de l'ingénierie pédagogique. Donc là encore, on est sur un verrou économique. Trop de copies à corriger. Ça, on l'a vu, cette page s'affichait au MOOC gestion de projet, hein, quand vous avez 1000 personnes qui suivent la formation simultanément et qui vous envoient le dimanche soir. Déjà, ça fait planter les serveurs si on n'a pas la bonne techno. Et ça, on l'a connu. Et deuxièmement, il faut les corriger, les 1000 copies. Hein. Donc, donc ça, c'est le principal frein économique. Comment on fait sauter ce frein? Il y a une seule solution possible, c'est l'évaluation par les pairs.
En fait, non, il y en a plus qu'une, mais c'est la principale. À partir du moment où on ne peut pas faire sauter le frein avec des technologies automatisées, il faut faire sauter le verrou avec l'évaluation par les pairs. Quand vous soumettez une copie, vous en recevez 4 à corriger. Et du coup, vous avez en général des guides et des choses comme ça. Vous devez faire des retours aux autres participants. Ça a pas mal de défauts, d'inconvénients. Et notamment, si on veut faire du diplôme derrière, normalement, la loi dit il faut que ce soit un examinateur professionnel. Donc ça, c'est un des gros verrous. Mais bon, là, ça devient presque un verrou légal. Mais en tout cas, la version pédagogique, on s'est dit, nous, l'objectif, ce n'est pas tellement de certifier. À travers notre philosophie, c'est pas ça. Notre philosophie, c'est uniquement former. Donc, c'est vrai que l'intérêt de l'évaluation, c'est aussi, on est obligé de prendre du recul quand on note les autres, on se compare aux autres, on compare notre travail. On est obligé de réfléchir et c'est un aspect formatif qui vaut largement la moins-value en termes d'aspect diagnostic de l'évaluation. Voilà, sauf que bon, j'étais en train de dessiner avec un ami développeur les plans de la plateforme. En juin 2011, on avait commencé à coder. Enfin, c'est comme tout, deux Français sans argent dans un garage. Et voilà, vous avez les Américains qui débarquent, deux profs américains. Ce cours d'intelligence artificielle qui est un cours mythique désormais, qui a été le premier cours massif à proprement parler. Il ouvre les inscriptions autour de mai-juin et il monte très rapidement à 100 000. Il pensait son objectif c'était 1500 personnes. Donc, il utilise la marque Stanford pour attirer les gens. Quand il a commencé à dépasser les 50 000, il a engagé des développeurs pour travailler un peu l'architecture parce qu'il s'est dit qu'il allait avoir un problème. À 150 000, Stanford, quand il apprend ça, le convoque, lui dit on va vous faire un procès, vous avez utilisé notre marque, vous n'avez pas le droit. Et ce qui est amusant, c'est qu'il y avait deux autres profs qui faisaient la même chose en machine learning, donc Andrew et Daphne Koller, donc lui c'est Sébastien. Quand il dit ok, mais on a 150 000 personnes. Donc là, il a commencé à avoir ok, on va négocier. Mais ce qui s'est passé concrètement, c'est que ça a été un conflit direct. Mais de toute façon, les MOOCers sont toujours des gens qui vont au clash, quoi. Très souvent, parce que c'est normal, c'est des conflits, c'est des façons de voir l'éducation et la formation qui sont tellement différentes. Donc voilà, ça c'était artisanal en novembre. Moi j'ai tout de suite abandonné quand j'ai vu ça. Je me suis dit, on va faire une thèse sur le sujet, et plutôt que l'aspect technologique, que de toute façon je ne maîtrise pas, je suis biologiste, on va se travailler sur l'aspect pédagogie et usage. Donc le problème c'est que ce verrou, pour le moment c'était un projet artisanal, fait maison, cette plateforme. Il manquait quelque chose de qualité industrielle. Donc là, le verrou saute en février. Vous avez deux startups qui sont fondées, Udacity, Coursera. Udacity par le cours d'intelligence artificielle, Coursera le cours de machine learning. Et en avril, MIT et Harvard, qui faisaient du OpenCourseWare depuis très longtemps, ont dit non mais on tape le poing sur la table, on ne va jamais aller rejoindre Stanford, enfin des trucs qui viennent de Stanford. Vous connaissez les égos des facs américaines. Et ça a été la boîte de Pandore. C'est-à-dire à partir du moment où on avait des plateformes de qualité industrielle qui étaient prêtes à passer à l'échelle, le principal verrou avait sauté. Ce n'est pas le seul. Deux stratégies. Vous avez la stratégie Coursera de dire nous, on ne va pas être trop regardant sur la pédagogie, sur le contenu. On fait signer un engagement qualité minimal et vous partenaires, vous développez les cours. Et là, eux, ils sont partis en flèche. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais en un an, ils ont 90 partenaires. Polytechnique a rejoint en février. Centrale et Normal Sup Ulm et HEC ont rejoint il y a une semaine, enfin ont annoncé officiellement leur adhésion. Et 5 millions, fin 2013, on va dépasser les 5 millions d'apprenants. Ça a l'air petit quand on regarde les chiffres de Facebook, de 1 milliard, etc. Mais quand on touche 5 millions d'autodidactes, c'est quand même pas mal. Et vous avez Udacity qui va avoir un modèle éditorial, c'est-à-dire que lui, il va produire ses cours, il va être propriétaire, il fait des partenariats aussi, mais il va beaucoup moins grandir. Coursera, il y a plus de 400 cours. Dans toutes les disciplines, Udacity est plus avec une ligne éditoriale technologique. Et edX. Consortium à but non lucratif. Ça nous fait bien rire, le but non lucratif, parce que pour rejoindre, il faut quand même payer 2 millions, alors que les autres qui sont en but lucratif, rejoindre la plateforme, c'est gratuit. Mais, donc, c'est des nuances assez subtiles non lucratif. C'est juste pour dire que tout l'argent
est réinvesti dans le développement du code et pour payer les cocktails, etc. Donc, c'est pas, le consortium, donc le but, c'est d'avoir un code open source. Et nous allons revenir sur l'importance stratégique de ce que ça veut dire un code open source pour LEX. Donc, si je résume, vous avez dans les années 2001-2002 le MIT OpenCourseWare, les cours filmés en ligne, ça fait très longtemps, ça fait 10 ans. Et très souvent, il y a une confusion entre MOOC et ressources éducatives libres. Et très souvent, on croit que le fait de filmer ces cours et les mettre en ligne, ça fait un MOOC. Non, ça a 10 ans. Le MOOC, c'est vraiment beaucoup plus que ça. Vous avez là, vous voyez, on revient de Stanford, c'est Udemy, Udacity, Coursera, tout ça, on est un peu issu. Et la branche edX. Je ne vais pas insister sur les MOOC connectivistes parce que ce n'est pas trop mon domaine. Et ouais, ce n'est pas vraiment l'objet du buzz actuel. Ok, le problème, c'est que pour entrer sur ces plateformes, donc l'idée, c'est que dans le projet originel que j'avais, c'était de dire que n'importe qui pouvait enseigner. Le projet s'appelait SkillWiki. C'était un peu un modèle Wikipédia, c'est-à-dire utiliser la technologie pour que n'importe qui, enfin passer à l'échelle de l'apprentissage, mais passer à l'échelle de l'enseignement. À partir du moment où il y a une barrière à l'entrée sur qui peut enseigner, enfin, ce sont des outils qui ont un pouvoir, c'est des armes de destruction massive, ces trucs. Enfin, donc, à qui on laisse l'utiliser ou pas, c'est des enjeux géostratégiques. Le devenir des données aussi sont des enjeux stratégiques. Coursera, il laisse à fond les universités américaines, il en a des dizaines. Par contre, pour les étrangers, ils prennent les 5 meilleurs par pays. Du coup, en fait, c'est un instrument de soft power terrible. Il y a une influence de la culture américaine et sur beaucoup de domaines où on n'est pas particulièrement mauvais, bah, c'est les cours américains qui vont être la référence mondiale. Enfin, si vous, par exemple, le droit français, vous oubliez. Maintenant, tout le monde apprend le droit américain. La façon de monter des startups, de faire de l'entrepreneuriat, de raconter l'histoire de la France. Le cours d'histoire de France est fait par un Américain qui a sa propre vision du truc. Et ça, pour moi, c'est des choses qui me gênent un peu. Tout le monde va réagir. Bon, là, ça a été un séisme dans le monde de la formation, enfin dans le monde du supérieur, surtout. Les Espagnols, et ce qui est marrant, c'est que chaque pays va réagir en fonction de sa culture, son contexte socio-économique. Les Espagnols, là je vous montre Myriadax, qui va être la plateforme pour les universités espagnoles. C'est qui est derrière ça en avril 2013? C'est Santander, une banque, et Telefónica. Alors je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la situation en Espagne, mais il y a une vague de privatisation qui est absolument incroyable. Ils privatisent même les noms de stations de métro, donc à partir de là, on ne s'étonne pas qu'ils privatisent des plateformes. Et bien c'est marrant parce qu'en France, Orange plutôt, des gens chez Orange, ont voulu un peu calquer le modèle espagnol et on a eu en mai 2013, donc il y a quelques mois, des annonces de la part de Thierry Curial. Le problème, c'est que sur ces sujets, et en particulier, ça partait surtout du supérieur avant de partir de la formation, on ne peut pas faire grand-chose sans le ministère. On y reviendra. Les Britanniques, FutureLearn, pareil, les Britanniques signés avec les Américains jamais. Donc, et signé avec les Européens encore moins. Donc l'Open University, c'est la plus grosse fac britannique à distance, je pense que vous connaissez tous, 200 000 étudiants. Ils connaissaient le sujet, donc eux, ils fondent une boîte, FutureLearn, et ils sont, je crois, actionnaires à 100%, ou ils détiennent la majorité du capital, donc c'est eux qui ont la gouvernance. Et là, les premiers cours ont ouvert il y a 2-3 semaines, et c'est très très joli. En France, je ne sais pas si vous connaissez le site du Zéro pour les tutoriels pour apprendre à se... Donc voilà, site du Zéro, hop, ils ont fait leur mutation. En juillet, ils commencent à réfléchir. En septembre, la plateforme sort. Ça, c'est les startups, ça, j'adore. Ils sont très très forts. Ils ont mis l'argent, hop, en 2 mois, c'était fait. Ils avaient fait une nouvelle campagne de com, nouveau logo. Ils ont utilisé une plateforme qui s'appelle Claire, qui est développée avec l'INRIA, qui est open source depuis longtemps. Technologiquement, moi je pense que c'est pas vraiment des MOOC, c'est un peu des OpenCourseWare un petit peu améliorés. Peu importe, j'ai envie de dire, ils font de la bonne com, ils font du bon travail. Ils ont juste repris leur vieux tuto, fait quelques vidéos d'animation dessus et ils ont appelé ça un MOOC. C'est de la bonne guerre. Enfin, il y a des MOOC qui sont plus MOOC entre guillemets sur la définition, mais qui ne sont pas meilleurs. Et les écoles françaises sur Coursera, là, on commençait à avoir une fuite. Vous avez Centrale Paris, prise hier soir, Normal Sup, Polytechnique. Le gouvernement a complètement commencé à paniquer et s'est dit, oula,
si on a une fuite de tous les établissements, enfin je sais pas, j'imagine que c'est comme ça le raisonnement, j'imagine que c'est le raisonnement qui a été fait. C'est des enjeux de souveraineté nationale, de qui on laisse entrer ou pas sur la plateforme, qui on laisse enseigner, que deviennent les données des étudiants, si elles sont marchandisées ou pas. C'est normal d'avoir la main dessus. Et pour ça, il fallait développer une plateforme. Alors, est-ce qu'on peut faire la course avec les Américains? Non. Donc, il vaut mieux que ce soit une plateforme open source. Il y en a qui voulaient redévelopper tout. On est un certain nombre à avoir dit qu'il fallait reprendre le code d'EDX et attendre. Et le 1er juin, est-ce que elle est disponible sur le net après la vidéo ou pas? Tout? Ok, bon, je vais mettre en accès restreint. Non, mais c'est bon. Bah, du coup, je vais restreindre plutôt mes propos. On peut couper, on peut faire du montage. Non, mais du coup, je vais rester très, très soft. Du coup, voilà, moi, je travaille avec le ministère. Vu que je fais ma thèse sur le MOOC, je fais partie des gens spécialistes du sujet. J'ai été contacté et du coup, on travaille main dans la main. Je soutiens beaucoup l'initiative dans le sens où je suis d'accord que ce sont des enjeux de souveraineté nationale. Après, il faut faire les choses bien. On est face aux tueurs des tueurs, quoi. On a des startups financées avec 60 millions de levées de fonds, les meilleurs ingénieurs de Stanford, machin. Il faut assurer derrière. Voilà. Donc, en juin, le code est lancé. En juillet, on commence à l'installer. Et là, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à la fin du mois, donc là, il y a eu l'annonce, donc là je peux en parler, il y a eu l'annonce il y a 2 semaines, fun, voilà, en grande pompe avec Madame Pellerin, voilà, France Université Numérique. Je suis complètement contre ce nom. Je pense que c'est une catastrophe, mais enfin, je veux dire FunMOOC ou des choses comme ça par rapport à Coursera ou edX ou Udacity, on va se foutre de notre gueule, mais méchamment. Et beaucoup disent non, mais ce qui compte c'est la qualité des cours. Non, enfin, le marketing c'est très important. Donc, moi, je pense que c'est vraiment une mauvaise idée s'il y a Fun ou France Université Numérique dans l'URL, mais c'est un détail. Donc voilà, l'annonce du 2 octobre. La plateforme est lancée avec le code EDX, l'INRIA est à la gestion applicative. On a fait un petit peu un mash-up de toutes les institutions publiques. On est bien d'accord que c'est pour le début, pour le kickstart. Après, on va revenir à des modèles plus privés pour faire la gestion applicative parce que, enfin, j'imagine en tout cas qu'on va faire ça. Bref, je ne peux pas en dire plus. Le code open source, facile à installer? Ben non. Le code open source n'est pas facile à installer, c'est un vrai chantier. Ils ne nous ont pas laissé de vraie documentation, donc ils s'y mettent petit à petit, mais edX, ils sont un peu à la masse aussi, même s'ils ont 60 millions d'euros d'investissement. Et solution clé en main. Donc ça, on ne l'a pas encore. Et voilà que Google entre dans la course. Google avait déjà Course Builder, un truc, on pouvait faire quelques petits trucs avec, mais pas grand-chose. Google et edX lancent un YouTube pour Mock. Ça veut dire que n'importe qui pourra installer edX, utiliser edX sans avoir à payer des administrateurs système. Ça, c'est une barrière. Les administrateurs système, ça peut être dans les 100 000 euros. Ça reste une barrière à l'entrée. Là, ça veut dire que monsieur ou madame tout le monde, n'importe quel business, n'importe quelle entreprise, n'importe quelle institution pourra, quand ce projet MOOC.org sera lancé, devenir un petit peu enseigner à l'ensemble de la planète. Donc c'était exactement l'objectif que nous, on s'était fixé en 2010. Voilà, le problème, c'est qu'on n'est pas à Google, on n'est pas à Harvard, on n'est pas à MIT. Donc on peut s'intéresser au sujet, mais en tant que Français à deux, on ne peut rien faire. Ça, voilà, c'est le code qui vient de sauter. Alors, tsunami, certes. Mais, il n'y a pas que l'économie, enfin il n'y a pas la technologie, il y a aussi les verrous économiques et pédagogiques. Alors, pour vraiment avoir une explosion de la formation en ligne, il faut faire sauter 2 verrous. Il faut que ce soit dans l'intérêt des établissements et des organisations de se lancer. Il faut que ce soit dans l'intérêt des enseignants, donc du top-down et du bottom-up, que tous les verrous sautent. Il faut qu'il y ait une base scientifique en pédagogie sur le savoir-faire et qu'il y ait une pression de sélection sur la qualité des cours. Enfin, il faut que le modèle économique soit viable. C'est souvent corrélé aux 2 premiers. Comment dire?
Franchement, qu'il y ait des bases scientifiques, voilà, bon, c'est mon travail de thèse en principe sur la pédagogie. Je pense que les gens, quand ils se lancent dans ce genre de projet, ils ne vont pas faire trop de biblio. Souvent, ils ont leur idée en tête. Je ne pense pas que ce soit un vrai verrou. Est-ce que c'est dans l'intérêt des établissements de se lancer, des enseignants de se lancer? Totalement. Parce que maintenant, ils ont une pression très importante de la part du haut et du bas, c'est-à-dire de la hiérarchie, qui va dire, bon, bah voilà, maintenant tout le monde se lance, il faut en être. C'est une question de com, hein, c'est de l'investissement aussi dans la com. Et par le bas, c'est-à-dire la part des étudiants. Et le modèle économique est viable? Non, pas encore. Très loin de là. Et ça, c'est le principal verrou, celui-là, le modèle économique. Et il va y avoir aussi tout un écosystème. Il n'y a pas que les plateformes et les cours. Vous allez avoir des médias, Courstalk, MOOC francophone, etc., qui vont se créer autour. Mais vous avez aussi un écosystème de start-up. Quand le code d'EdX a été libéré, on savait tout de suite qu'il y aurait des business qui se développeraient là-dessus. Là, vous avez, à Paris, juste sur Paris, vous avez 3 startups qui ont été fondées sur l'hébergement de cours de MOOC en moins de 4 mois, 5 mois. Donc c'est quand même assez dynamique, hein. Vous avez là Variable, donc des collègues, hébergement d'un cours de l'ESCP, vous avez Neodemia. Ça, c'est l'hébergement d'un cours d'éditeur. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas que des cours, c'est aussi des moyens de recruter des talents. Et certains éditeurs l'ont très bien compris. Donc ils font un cours, par exemple, sur les fictions, sur la roman, et par évaluation par les pairs, ils arrivent à sélectionner les talents les plus prometteurs. Ça, c'était juste une anecdote pour dire qu'il y a beaucoup plus que simplement de la transmission de connaissances. Et enfin, vous avez une start-up qui s'appelle Youno, avec qui je travaille, et voilà, le MOOC gestion de projet. Je ne sais pas où j'en suis sur le temps, mais je vais revenir. Alors, si vous n'avez pas entendu parler du MOOC gestion de projet, c'est qu'on n'a pas fait notre campagne de MOOC correctement, parce qu'on a fait quand même un certain nombre de... On a un reach d'à peu près 20 millions. Maintenant, on a fait 2-3 JT, machin, pas mal de journaux. Mais bon, je vais quand même revenir dessus. Le MOOC gestion de projet, investissement initial, 400 €, et on en a gâché 200, à mon avis. C'est-à-dire une webcam HD, un casque avec un bon micro. Et là, vous voyez le casque de Rémi. Je pense que si on avait mis 50 € de plus, on aurait eu un meilleur son et on aurait pu avoir une formation un petit peu plus poussée. Les diapos, c'est moi qui les ai faites à partir des trucs de Rémi. Ça a pris pas mal de temps. Vous avez bien sûr le quiz qui porte sur le contenu du cours à la fin. Et vous avez des devoirs à rendre chaque semaine. Là, typiquement, on ne regardait pas le contenu du devoir, c'est juste pour vous dire la complexité de ce qu'on leur demande. C'est-à-dire, on demande des devoirs quand même assez aboutis. C'est un cours de gestion de projet. Il y avait la carte conceptuelle, le calcul d'actualisation, des comptes rendus de réunion, comment savoir faire un... Donc voilà, un peu la gestion de projet, c'est l'intro à la gestion de projet, c'est un petit peu la vache à lait des organismes de formation. Donc c'est un cours assez stratégique et Rémi l'avait très très bien compris. Il y a quelques problèmes quand on fait l'évaluation par les pairs, quand les gens font des commentaires assez peu utiles et ou pertinents et ou gentils. Mais on ne va pas revenir là-dessus, on n'a pas assez de temps. Un examen final basé sur des quiz. Et à la fin du cours, donc 5 semaines comme ça, avec des devoirs à rendre chaque semaine, à la fin du cours, on a de la pédagogie par projet. C'est-à-dire, on dit aux gens, vous venez, vous proposez vos projets, vous recrutez une équipe sur les forums, et vous devez réaliser un dossier d'avant-projet complet en environ 6 semaines. Donc là, vous aviez un MOOC, beaucoup de projets de MOOC. En fait, il y avait une endogamie vers les projets numériques, c'est normal. Pas mal de projets de formation, etc. Beaucoup de formateurs étaient allés recruter. Et ça n'avait pas trop mal marché. Moi, typiquement, le travail avec une équipe, hangout le soir, tout à distance, on fait tous les livrables qui nous sont demandés, des livrables comme ça, etc., des cadres conceptuels, hein. On applique vraiment le cours. Et à la fin, on rend un dossier complet, hein. Il y a des équipes qui ont mis 400 heures de travail en 6 semaines. Donc c'est quand même tout à fait honorable. Et des dossiers de plusieurs dizaines de pages, très très complets. Bon, ça c'est d'autres, je vais aller vite, j'en avais fait d'autres sur des cours américains. Il faut, dans ce genre de cours, il faut un forum, hein. Là, vous voyez le nombre de questions, c'est par centaines qui arrivent. Il faut des gens pour surveiller les forums. La gestion des forums, c'est un des gros enjeux, hein, des MOOC. La gestion des boîtes mail aussi. On a beaucoup un système de badge qui se met en place en général dans les MOOC. Hein. Là, on ne l'a pas encore mis dans nos forums pour pouvoir inciter les gens à répondre parce qu'en fin de compte, on ne peut pas répondre à toutes les questions. Donc on dit à partir du moment où vous avez l'information, la réponse, en tant que participant, vous pouvez la faire. Et pour encourager ça,
on met des badges. Et vous avez la notion de gamification. Ça, c'est mettre des badges plus sur la participation au forum, mais sur la réussite au quiz. Je ne sais pas si vous connaissez les Mozilla Open Badge. On utilise la technologie Canvas plutôt que edX. Nous, c'est notre technologie open source. Et en fait, on a réussi l'équipe Uno surtout, a réussi à mettre en place des liens entre les badges et les réponses. Donc, vous finissez telle semaine, vous avez un badge, vous finissez telle date. Donc, c'est pour fidéliser, c'est le système des bons points. Voilà, on a dessiné les badges avec un graphiste et ça marche assez bien. Et en fait, pendant tout le cours, on va piloter en temps réel, c'est-à-dire entre l'inscription et l'examen final, vous avez des tas d'exercices et on regarde un petit peu comment ça évolue. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que souvent on dit qu'il y a 10% de taux de certification sur les MOOC, donc il y a 90% de taux d'abandon. C'est vrai qu'il y a en général 10% de certification, de gens qui vont jusqu'au certificat, c'est-à-dire le ratio entre le nombre de certificats et le nombre d'inscrits, en général de 10, voire inférieur à 10. Déjà, sur le mock gestion de projet, on était à 38, donc c'était pas si bas que ça. Et ensuite, en fait, c'est complètement faux le raisonnement. C'est un peu comme comparer un clic sur un bouton et une inscription à la fac payante. Ça n'a absolument aucun rapport. On est dans les dynamiques du web, et c'est pas parce que vous allez dans un supermarché que vous êtes censé tout acheter, tout simplement. Enfin, et c'est le principe des dynamiques du web. Mais en fin de compte, les gens qui veulent... Il y a beaucoup de gens, ils arrivent sur le cours, la seule chose qu'ils veulent, c'est regarder 3 vidéos et ils repartent. Beaucoup n'ont absolument pas l'intention d'aller jusqu'au bout de la formation. Donc vous voyez les gens qui abandonnent là, en orange, les gens qui ont cliqué, qui ont fait l'inscription mais qui n'ont rien fait d'autre. Donc eux, c'est un petit peu des auditeurs libres ou des lurkers, ce qu'on appelle. Et les gens qui abandonnent, en fin de compte, qui ont vraiment commencé à faire des quiz et qui ne sont pas allés à l'examen final, ça représentait autour de 30% à 40% des gens. On avait fait plusieurs certificats. En fait, pour pouvoir avoir plus de fidélisation, on a mis un certificat avec 2 heures, comme ça, par semaine sur 4 semaines, et un certificat où il fallait rendre les devoirs, qui était plus autour de 10 heures. Donc on a une formation de 10 heures, une formation de 40 heures. Ça permet en fait, c'est du marketing, hein. On target les gens qui ont peu de temps et ceux qui ont beaucoup de temps à investir. L'idée étant de s'adapter aux différents publics. Et là-dessus, on a vu que sur les certificats avancés où il y avait beaucoup d'engagement, on a 70% des gens qui commencent qui terminent. Donc les taux d'abandon sont beaucoup plus faibles qu'on le dit, et tous les discours sur 90% d'abandon, c'est de la foutaise. Enfin, mais bon, ça commence à m'agacer parce que justement, au point que j'ai orienté ma thèse dessus pour avoir une... Vous avez une analyse en fait par âge et par niveau scolaire? Ouais, je vais vous la mettre après. C'est intéressant de croiser. Tout à fait. Mais en fait, même l'objectif, en fait, le dernier papier là, que j'ai soumis pour le PFL, c'est le lien entre les taux de complétion et les complétions au certificat, l'engagement dans le MOOC, quel type de certificat a été fait, s'il y a eu abandon ou pas, le lien entre ça et les variables démographiques. Donc c'est tout ce qui est CSP, niveau, origine géographique. Mais on va y revenir après. Et aussi, tout autour du cours, vous avez les réseaux sociaux. Donc en plus du pilotage du cours, on doit animer le cours. Il y a des community managers, j'étais le comag de la première session. Là, on a un comag officiel qui est payé pour ça. Okay. Donc Facebook, Meetup, LinkedIn, etc. On organise même, donc voilà, ça c'est notre groupe Google+. Vous avez aussi, pour faire de l'animation, des live tweets. Donc tous les mercredis, on se connecte à un Hangout et on interagit en direct. Et des meet-up, là on en a eu 2 pour le moment. Donc c'est à travers toute la planète, hein, c'est des événements mondiaux. Il y en a eu une dizaine de personnes qui étaient venues là il y a quelques semaines, on va en refaire. Honnêtement, c'est pas du tout fondamental pour le suivi du cours, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Et on a mis en place une petite plateforme qui s'appelle MOOC francophone avec Uno. Et du coup, voilà, on a des événements qui se préparent. On a eu à Bordeaux. On en a un qui a eu lieu, je crois, la semaine dernière à Ouagadougou. Vous en avez à Shanghai. À Shanghai, un qui se prépare. À Damas, derrière la fumée que vous voyez. Et donc, ça va assez loin. C'est-à-dire, un MOOC, c'est un bon reach, quoi. La première édition du cours, en mars, on avait 3500 inscrits. Là, on en a plus de 11 000, on ferme ce soir. Donc c'est pour vous donner une idée, quoi. Bilan démographique. L'essentiel venait de la France, mais on avait un tiers qui venait d'Afrique. Et donc un quart à peu près qui venait d'Afrique subsaharienne.
Donc c'est intéressant, on a d'autres cours, en général, c'est quand même 99% qui viennent de pays très développés ou développés. Nous, on a un bon quart qui vient de pays au plus bas indice de développement humain. Essentiellement des cadres supérieurs. Donc là, on a 52% de cadres sup, 13% d'employés, 13% de gens en recherche d'emploi environ, et environ 14% d'étudiants. C'est assez intéressant de voir que c'est en fait essentiellement le public de la formation continue. Alors, c'est pas que le sujet qui veut ça. Le sujet, c'est sûr, attire ce genre de public. C'est aussi le fait que les étudiants, souvent, ils sont saturés d'apprentissage. C'est pas des gens qui vont naturellement se fouetter en se rajoutant des cours. Ou alors, les étudiants qui font ça sont des étudiants très motivés, marginaux, et qui représentent quand même un peu l'élite des étudiants. Qu'est-ce que je veux dire? Et donc, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont nostalgiques de l'apprentissage dans le monde du travail, qui n'ont pas accès à des formations, etc. Là, je ne vous ai pas donné les résultats de la session 2. On a demandé qui avait accès aux formations, qui en avait déjà fait, qui en suivait régulièrement. Et on est vraiment sur un public de gens qui n'ont pas accès. Donc, c'est vraiment des gens qui sont en demande et qui peuvent pas. Et c'est un public assez âgé, 34 ans de moyenne d'âge environ. Et je m'étais posé la question, est-ce que c'est une véritable démocratisation? Enfin, assez âgé, 34 ans. Excusez-moi. Excusez-moi. On coupera un montage. Donc sur CSP, on se demandait si c'était une véritable démocratisation. Quand on regarde, on a comparé les CSP de pays à bas IDH et haut IDH, et on voit qu'en fin de compte, voilà, la majorité des gens qui suivent les MOOC dans les pays à bas IDH ne sont pas des gens de cadres sup. Mais si on ramène ça à la proportion de cadres sup dans ces pays-là, c'est clair que c'est essentiellement... enfin, ils sont surreprésentés. Mais après, il y a quand même pas mal d'employés, d'étudiants, etc., qui ne sont pas nécessairement de CSP+, qui ont accès. Donc moi, je pense que si on n'est pas encore sur une véritable démocratisation, on est sur un potentiel, en tout cas. Alors, du coup, on voulait comparer un petit peu la taille d'un MOOC par rapport à un système éducatif. Il y a des MOOC qui montent à 200 000 étudiants. Il faut savoir que le nombre d'admissions dans les grandes écoles, en France, c'est autour de 30 000. Donc voilà, nous, on a eu les résultats 2013 sont de 14 000 personnes qui ont suivi gestion de projet. On va probablement s'orienter vers du 30 000 pour l'année 2014. Est-ce qu'on peut comparer l'un à l'autre? Absolument pas. Pourquoi? Parce qu'entre une inscription sur un MOOC et une inscription en grade d'école, il y a encore une petite différence. Donc voilà, ça c'est nos stats d'usage. Sur 100% de personnes, vous en avez 20% de no-show, c'est-à-dire... Non, 13% de no-show, c'est-à-dire des gens, ils ont cliqué, ils ne sont même pas entrés sur la plateforme. 20% d'auditeurs, c'est-à-dire ils ont regardé un peu les ressources, mais ils ne sont pas allés plus loin. Et 28%, on va dire, d'abandon, de gens qui ont commencé à faire des exercices et qui ont disparu dans la nature. Des gens qui ont le certificat avancé, 12% des inscrits et 25% pour le basique. Donc déjà, on peut supprimer une partie de la population. Donc vous voulez voir qu'en fait, il ne faut pas comparer en nombre d'inscrits, il faut comparer en termes de à peu près nombre d'heures de formation. Vous voyez, vous avez 25% pour le certificat basique et 12% pour l'avancé. On va dire, grosso modo, 10% des 14 000 inscrits ont fait la certification avancée, c'est-à-dire 40 heures de formation. Ça fait à peu près 56 000 heures. Et 25% de 14 000 inscrits, on a à peu près pour le certificat basique 35 000 heures de formation qui ont été... Donc c'est à la louche. Hein. Donc autour de 90 000 heures de formation. Si on compare ça à un département universitaire, si on perspective formation initiale, c'est un département d'enseignement d'une 60aine d'étudiants à peu près. Fin de compte, on a en coût direct 400 €, donc avec une webcam, c'est quand même tout à fait raisonnable. Si on prenait les coûts totaux, on a un MOOC qui vaut quand même plus de 1500 heures de travail, donc c'est plutôt du 100 000 €. Même 100 000 € pour un département d'enseignement de 60 étudiants, c'est tout à fait raisonnable. Par contre, si on se met en perspective formation continue, je pense que vous êtes infiniment mieux placé que moi pour savoir ce que vaut 90 000 heures de formation. Mais à mon avis, ça vaut plus que 100 000 €. Voilà, ça c'est ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fin de compte, là vous voyez la V1 et les V2. Les coûts de production du MOOC sur la V1 sont en bleu, et j'ai fait différentes nuances de bleu en fonction du type.
Donc chef de projet, assistant-chef, responsable d'évolution, community manager, respocom enseignant. Et sur la V2 en rouge, les coûts s'effondrent. C'est-à-dire, en fait, ce n'est pas exactement la V2 parce qu'on a pas mal d'intervenants entre la V1 et la V2. Vous avez 2-3 éditions, il va y avoir quand même pas mal de travail pour stabiliser le truc. Mais à terme, c'est divisé par 3 ou 4. Les frais récurrents sont le tiers ou le quart du frais d'investissement initial. Vous multipliez ça, enfin, vous comparez ça au fait qu'on a 3 fois plus de personnes en une seule session. Donc pour nous, si on avait vraiment relancé exactement comme au printemps, on a diminué les coûts de production par 10 ramenés à l'étudiant en 6 mois. Ce qui est quand même tout à fait raisonnable. Enjeu, bon, je vais aller très vite, la certification. Coursera délivre des diplômes certifiés biométriques. Les fait payer entre 30 et 100 $. Pour faire ça, vous avez des centres Pearson pour le présentiel, vous avez Proctorio et vous avez l'Agence universitaire de la francophonie pour nous. C'est-à-dire on a fait pour cette session, là on lance ça dans 2 semaines. On est les premiers MOOC français à avoir signé avec Proctorio. Donc on va avoir des certificats vendus entre 100 et 150 € à distance. Et pour l'Agence universitaire de la francophonie, on a un centre d'examen à Ouaga et à Dakar. Et là on fait payer ça à 20 000 francs CFA, donc l'équivalent de 30 €. On est quasiment à perte, mais l'objectif pour le moment, c'est proof of concept qu'on peut le faire. Et, là, les personnes ne sont pas obligées de se déplacer. Parce que, par exemple, Cisco qui travaille avec personne vit également, on est obligé d'aller dans un centre et labelliser. Là, ce n'est pas le cas. il y a les deux. Il y a les deux. À Ouaga et Dakar, c'est en présentiel. C'est le 25 octobre, je crois. Et à Proctorio, on peut le faire depuis n'importe où. Je ne sais pas si vous connaissez Proctorio, c'est surveillé à distance, c'est très protocolaire, hein, c'est authentifié bien. Il faut avoir un miroir derrière pour voir qu'il n'y a pas d'anti-sèche, pas de personne qui aide. Les gens regardent vos yeux, il y a contrôle de l'écran, ils sont très sérieux là-dessus, donc il n'y a pas de problème. La UF, j'espère que ça va bien marcher, c'est notre première expérience. Et gérer ce genre de problème en Afrique à distance, on va faire confiance. Non, mais je plaisante, mais ils travaillent très bien. La UF, ils sont très en avance sur ces sujets-là. Donc, et surtout, gros truc, ok, le certificat c'est bien, les ECTS associés, ça c'est un enjeu majeur. Aux États-Unis, c'est une bataille juridique. Au Sénat de Californie, les lobbies de professeurs ont réussi à contrer la loi pour empêcher les ECTS d'associer des ECTS au MOOC. Donc, c'est des batailles qui se jouent État par État aux États-Unis. Nous, Rémi a réussi à négocier avec Central. Il y aura des ECTS associés au certificat avancé, 3 et 1 pour le certificat basique. On va voir comment ça évolue. Donc l'information est rendue publique, je peux dire juste ça, mais je ne peux pas en dire plus. Il y a une petite dérive hégémonique, hein, parce que c'est bête, mais si l'université du coup vous impose de suivre le cours magistral de Harvard, par exemple, ça c'était le cas à la San Jose State University, l'Université de Californie. Ils font un partenariat avec Edix et ils disent désormais, vous, là, tel professeur de philosophie, vous allez être chargé de TD et on suivra le cours de Michael Sandel. Curieusement, ça a été assez mal pris. Donc, il y a ce genre de petits problèmes. Il y a aussi ce qu'on appelle la colonisation, c'est-à-dire quand les écoles américaines, françaises signent avec les plateformes américaines pour remplacer leurs cours par des cours américains. Alors autant avant, quand on était sur un public libre, c'est-à-dire qui suivait sur son temps libre, les gens ne paniquaient pas plus que ça. Là, c'est l'information d'il y a 3 semaines. Moi, je suis entre guillemets fier que les Grenoblois l'aient fait, parce que ça permet d'utiliser ça comme argument pour réveiller un petit peu les établissements. Un peu la vue de nos systèmes éducatifs, pour terminer là-dessus. Ça, bon, je peux le faire devant vous, devant les profs. Hein. En général, je le fais moins. Mais voilà, donc, grosso modo, pour avoir un système éducatif, vous avez d'abord des coûts matériels qui sont associés au fonctionnement. Il faut les locaux, les consommables, etc. Qui englobe les coûts humains de fonctionnement, tout ce qui est administratif, etc. Qui englobe le coût d'enseignement, en fait, qui n'est plus qu'une fraction du total, hein, le cours magistral. Et en fin de compte, moi, je considère qu'on n'apprend pas pendant les cours magistraux, parce qu'on note en même temps qu'on écoute, on ne peut pas comprendre et écrire en même temps, c'est ce qu'on appelle la surcharge cognitive. Donc là, on apprend, c'est une activité, un TD quand on est actif, et en fait, c'est là où on retient des choses, c'est une fraction de cette activité.
Et après, là, on peut en plus appliquer ce qu'on a retenu. Je ne l'ai pas représenté, il n'y a plus de place. C'est la petite pointe de la pyramide. Donc nous, on prend le problème à l'envers. On prend le problème dans les MOOCers et en fait, en général, l'idéologie, la philosophie qu'on représente. On part du problème, on identifie le problème, on identifie la compétence qui est requise pour résoudre le problème, l'activité qui est nécessaire pour acquérir cette compétence, donc là on la numérise, les ressources qui sont nécessaires pour réaliser l'activité, on utilise un cours pour déployer la plateforme à l'infini, et on anime le tout et on crée un écosystème. Donc c'est un petit peu des visions des systèmes éducatifs qui sont relativement diamétralement opposées, complètement inversées. Et là, c'est des chocs massifs de culture. En général, là, c'est difficile parce que les enseignants se sentent beaucoup menacés, alors qu'en fait, pour moi, c'est une mise en avant du métier d'enseignant qui n'est plus un média qui refait un cours magistral chaque année le même, parce que là, en fait, il se positionne comme média face à des médias beaucoup plus puissants, mais qui va prendre un rôle beaucoup plus important d'interaction. Je ne vais pas aller plus loin dans la pédagogie versée, parce que j'ai déjà beaucoup dépensé mon temps, je pense. Donc voilà, je ne sais pas du tout, je ne suis pas du milieu de la formation continue, mais dans le milieu de la formation universitaire, je peux vous dire que maintenant, on est dans du publish or perish. Ça, c'est quelque chose qui ne plaît pas, que je comprends que ça ne plaise pas, mais que c'est normal. En fin de compte, on a toujours mis les carrières d'enseignants basées sur la recherche et les publications. Là, on commence à introduire l'importance de l'enseignement. Du point de vue, ça fait beaucoup plus de pression, beaucoup plus de compétition. C'est une mondialisation de la compétition pour l'enseignement. Moi, je trouve ça terriblement stressant pour les enseignants, mais très très bien du point de vue de l'étudiant qui veut apprendre. Donc, je suis un des fervents défenseurs de ce qui est en train de se passer, avec tout ce que ça implique.